Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Rechta, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Noé Da Silva de France Info. Et revoilà l'affaire Jeffrey Epstein. Donald Trump vient de signer une loi obligeant le ministère américain de la Justice à publier tous les documents non classifiés liés à Epstein. C'est un revirement de la part de Trump qui affirme aujourd'hui « Nous n'avons rien à cacher ». C'est un revirement sans doute dû à la pression exercée par son entourage, pensant qu'il avait des liens avec Epstein. C'est le cas de la républicaine Marjorie Taylor Greene. On va en parler car elle démissionne du Congrès en janvier et prédit une défaite du camp Trump aux élections de mi-mandat qui arrivent. D'où vient cette histoire ? Pourquoi séduit-elle autant la complosphère ? L'affaire Epstein, l'obsession complotiste, c'est le 99e numéro de Complorama. Epstein, donc, ce nom revient régulièrement. Nous lui avons d'ailleurs consacré un Complorama tout entier que vous pouvez réécouter. Epstein, c'est un financier américain très riche qui a eu maille à partir avec la justice, mais c'est aussi un délinquant sexuel. Il est accusé d'abus sexuels sur des mineurs à partir de 2005. Il passe d'abord un accord avec la justice, puis finit par aller en prison. Et c'est là qu'on le retrouve pendu dans sa cellule. C'était en 2019. Ajoutez à cela ses liaisons avec des personnalités influentes comme Donald Trump, on peut dire, Tristan, que de nombreux ingrédients sont réunis pour faire de cette affaire un succès auprès de la complosphère. Ah oui, un méga complot, et ça repose essentiellement sur un socle de croyances qui est extrêmement fertile dans la complosphère et qui repose autour des réseaux d'élite pédophiles, supposément cachés, protégés par le système. Et c'est vraiment une figure qui est absolument centrale, vraiment dans l'imaginaire de la complosphère internationale. Et c'est vraiment une figure qui a vraiment irrigué de nombreux épisodes, et notamment des épisodes plus près de chez nous. On a par exemple, je pense à l'affaire Dutroux en Belgique, dans les années 90, avec un fantasme persistant de réseau d'élite protégés, où on avait aussi l'affaire Allègre, en 2003, avec Dominique Baudis, qui avait été faussement accusé de participer à des soirées de viol d'enfants. Et toutes ces affaires-là, en fait, ont participé vraiment à installer l'idée que le pouvoir chercherait à cacher, à couvrir les pires perversions des élites. Et c'est un véhicule évidemment émotionnel extrêmement fort parce que ça touche à quelque chose de fondamental, ça touche à un crime envers les plus fragiles d'entre nous, les enfants. Et ça abaisse considérablement la vigilance de ceux qui plonge dans ces récits complotistes, et puis ça transforme aussi ces fameux complotistes en chevaliers absolus d'une cause fondamentale qui est la protection des enfants, et c'est d'ailleurs ça explique d'ailleurs la virulence et la violence de leur croyance complotiste. Et donc l'affaire Epstein, qui est à la fois un milliardaire, qui est proche des élites, qui est accusé de trafic sexuel de mineurs, tout ça c'est des ingrédients qui vont taper vraiment dans cette fantasmagorie complotiste déjà bien installée. Et parmi les ingrédients, il y a aussi un peu d'antisémitisme. On écoute des propos très durs tenus par un pasteur, Rick Willis. Et Rudy, tu nous dis ensuite ce que cela signifie. Des petites filles américaines violées pour le bien d'Israël. De quoi s'agit-il ? De petites américaines violées pour le bien d'Israël. Des politiciens américains qui violent des petites américaines pour que le Mossad israélien les filme et qu'Israël puisse faire chanter ces politiciens. Voilà où en est l'Amérique aujourd'hui. Dieu devrait détruire ce pays pour ce que nous sommes devenus. Rudy, en quoi ces allusions du pasteur Rick Willis à Israël marquent l'antisémitisme de cette affaire ? Bon, d'abord, ce sont des inventions pures et simples. L'implication d'Israël ou du Mossad dans cette histoire de trafic sexuel pour lequel Jeffrey Epstein était poursuivi, pour lequel sa principale complice, Ghislaine Maxwell, a été condamnée, et elle purge sa peine de 20 ans de prison actuellement. Rick Willis, c'est pas étonnant de l'entendre sur ce registre, c'est une figure assez incontournable de la complosphère évangélique et antisémite américaine. C'est le fondateur du site True News, donc il mêle dans ses interventions prêche religieux et vraiment un antisémitisme, une obsession de tout ce qui relève des Juifs ou d'Israël
assez marquante. Il a été banni de YouTube pour incitation à la haine, mais il conserve une influence notable au sein de l'extrême droite américaine. Sur l'affaire Epstein, c'est lui qui va indéniablement le plus loin dans le délire en affirmant de manière très très assertive qu'il s'agit d'une vaste opération du Mossad en fait, pour compromettre les élites américaines, donc prendre le contrôle des États-Unis. C'est la fameuse thèse du compromat, c'est celle de Tucker Carlson également, qui lui est beaucoup plus influent que Rick Willis, ancien animateur de Fox News. Il cumule aujourd'hui près de 17 millions de followers sur X, Tucker Carlson. Et il estime que Epstein, il l'a dit, travaillait pour Israël et considère probable qu'il agissait pour le compte du Mossad. Évidemment, pas la moindre preuve de ça, mais Carlson, c'est aussi quelqu'un qui ouvre son micro à des pseudo-historiens révisionnistes qui vous expliquent par exemple que le vrai méchant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas Adolf Hitler, mais Winston Churchill. Donc pour résumer, on a actuellement tout un courant antisémite, il faut bien le dire, au sein de l'extrême droite américaine, qui, comme un seul homme et sans preuve, a décrété que Jeffrey Epstein était un agent israélien. Autre ingrédient, Tristan, assez incroyable, c'est le suicide d'Epstein en prison. Oui, alors incroyable, mais pas forcément si surprenant que ça, on peut le comprendre. Il était en prison, quand même, accusé de pédocriminalité. Il avait peu d'espoir, contrairement à 2008, de s'en sortir sans une lourde condamnation. Donc le suicide est quand même... Et de finir ses jours en prison de toute façon. Voilà, donc c'était pas tout à fait surprenant, mais effectivement, les circonstances, il y avait certains éléments qui étaient plus ou moins troubles, dans lesquels s'est insufflé, évidemment, tous les récits complotistes possibles et imaginables. En tout cas, ce qui est évident, c'est que ce suicide du 10 août 2019 a été un moment de bascule dans la complosphère. Et là, on peut considérer que cet événement est devenu absolument central dans la complosphère absolument internationale, avec des suspicions, des multiplications de récits complotistes qui deviennent instantanément viraux et planétaires. Et on imagine, alors là c'est à l'avenant, soit qu'il a été tué évidemment pour cacher des vérités sur les élites mondiales, soit qu'il serait encore en vie. Qu'il n'était pas mort en fait, qu'il a été remplacé par un clone et que les images qu'on a vues, ça n'était pas tout à fait lui. Bref, il y a tout un fatras d'imaginaire qui vient s'injecter là-dedans. Et puis une viralité qui devient globale au point qu'il y a le terme « Epstein didn't kill himself » qui devient un véritable mème culturel en ligne. Il y a même des t-shirts qui se vendent avec ce slogan et qui devient vraiment absolument viral. Et c'est une croyance, le fait qu'il aurait été tué par le système, qui va se réactiver en fonction à la fois du contexte et de l'actualité jusqu'à aujourd'hui. On a plusieurs épisodes. Moi, je pense par exemple au suicide du créateur de l'antivirus McAfee, John McAfee, qui s'est suicidé en prison en Espagne en juin 2021. Instantanément, il y a eu un réveil de la complosphère autour de l'affaire Epstein, simplement parce que ce même McAfee avait publié sur Twitter quelques mois auparavant le message suivant: « Sachez que si je me pends, sous-entendu en prison, à la Epstein, ce ne sera pas de ma faute. » Donc ça, évidemment, ce tweet a été réactivé et est lui-même devenu absolument viral. Et puis, on a eu d'autres événements qui ont réactivé toute cette fantasmagorie autour d'un pseudo-assassinat. Eh bien, c'est le suicide du rabatteur français d'Epstein en février 2022 dans une cellule de prison à Paris, Jean-Luc Brunel, qui, lorsqu'il s'est suicidé, évidemment, a réactivé l'idée que lui-même ne se serait pas suicidé, mais même chose pour Epstein. Et puis, dernier épisode en date, on a le suicide tragique en 2025 d'une des victimes, Virginia Giuffre, qui elle-même aussi s'est donc suicidée, et ça a complété l'image, ça a bouclé, si vous voulez, cette séquence avec l'idée pour la complosphère que c'était la preuve ultime que le système élimine tous les témoins, même les victimes. On passe maintenant aux origines de l'affaire. L'affaire Epstein, qui n'en finit pas de revenir dans l'actu, remonte à loin. On a retrouvé une archive peu connue. Il y a 10 ans, en 2015, un certain Donald Trump, qui n'était même pas encore candidat à la présidentielle américaine, lâche le nom d'Epstein quand on lui demande un avis sur Bill Clinton. Bill Clinton. Un type sympa. Il va avoir beaucoup de problèmes, des problèmes qui arrivent à mon avis, avec la fameuse île de Jeffrey Epstein. Beaucoup de problèmes.
C'était le 27 février 2015, plus d'un an avant les primaires républicaines à l'élection présidentielle, face ensuite à Hillary Clinton. Rudy, que dit cette archive ? Oui, Donald Trump, il est interrogé là par Sean Hannity, animateur vedette de Fox News, sur des personnalités démocrates. Il n'est pas encore candidat à cette époque-là, Donald Trump, à la primaire du Parti républicain, même s'il le laisse entendre. Et il est interrogé sur Bill Clinton et il a cette réponse en disant qu'il va y avoir beaucoup de problèmes avec la fameuse île de Jeffrey Epstein. Il faut rappeler à nos auditeurs que en 2015, ça fait 10 ans déjà que Epstein a été rattrapé par ses méfaits, puisque la première enquête de police date de mars 2005. Elle fait suite à la plainte d'une mère dont la fille de 14 ans aurait été emmenée chez Epstein pour un massage contre rémunération. 3 ans plus tard, Epstein plaide coupable pour sollicitation de prostitution et de prostitution d'une mineure, et il purge une peine de 18 mois de prison avant d'être libéré en juillet 2009. Oui, juste un pas de côté, si on remonte vraiment aux origines, on a aussi en 2015 un dénommé Roger Stone, qui est un grand ami de Trump depuis les années 80. Et en 2015, d'ailleurs, il va intégrer la campagne de Trump à l'été 2015. Et quelques mois après, il va publier un bouquin qui s'appelle The Clinton's War on Women. Et c'est un bouquin qui va devenir viral au sein de l'écosystème républicain dès 2015 et dont l'une des thématiques essentielle est de charger Bill Clinton et de l'accuser d'avoir profité des voyages ou de l'avion du Lolita Express de Jeffrey Epstein et d'avoir profité du réseau de trafic sexuel de mineurs. Toujours dans les origines de cette affaire, il y a le Pizzagate évoqué par Liz Crokin, on l'écoute. La question plus importante est la suivante. Maintenant que Jeffrey Epstein a été exposé et qu'il est prétendument mort, combien de ses amis, qui étaient des visiteurs fréquents de ces îles de trafic sexuel, étaient aussi impliqués dans le viol, la torture et le trafic d'enfants? Et c'est ça le Pizzagate. Rudy, tu nous rappelles qui est Liz Crokin ? Liz Crokin, elle a 46 ans aujourd'hui, c'est une complotiste américaine issue de la galaxie de l'alt-right, ancienne chroniqueuse People, qui est devenue une figure de proue du conspirationnisme pro-Trump. Elle s'est fait connaître principalement en promouvant le fantasme du Pizzagate et en devenant ensuite l'une des influenceuses les plus en vue de QAnon, au point d'avoir fait découvrir ce mouvement à la congressiste trumpiste Marjorie Taylor Greene. Pour elle, l'affaire Epstein, ce n'est qu'une nouvelle preuve d'un prétendu réseau pédosatanisme mondial contrôlée par les élites démocrates et les élites hollywoodiennes. Elle a relayé la théorie complotiste autour de la mort de Seth Rich. Elle a qualifié la tuerie de Las Vegas d'opération sous faux drapeau. Elle a prétendu qu'une vidéo qui mettait en scène Hillary Clinton avec des enfants allait prouver la réalité du Pizzagate. Elle a plus de 500 000 abonnés sur X. Elle était bannie des grandes plateformes avant d'être réintégrée. Et c'est vraiment aujourd'hui l'une des voies les plus délirantes de l'imaginaire complotiste sur la pédocriminalité. Et alors Pizzagate, c'est quoi ? Et alors Pizzagate, c'est une théorie du complot qui est née pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 à partir d'emails piratés du Parti démocrate, et notamment de John Podesta, qui était le directeur de campagne d'Hillary Clinton à l'époque. Ces mails avaient été publiés par Wikileaks et des partisans de Donald Trump à l'époque ont prétendu pouvoir déceler un code secret dans ces emails qui prouverait l'existence d'un réseau pédophile impliquant Bill et Hillary Clinton, mais aussi une pizzeria qui serait la plaque tournante de ce trafic d'enfants, une pizzeria de Washington. C'est une pure fiction, et cette pure fiction elle a failli dégénérer en drame, puisque en décembre 2016, on a un homme armé d'un fusil d'assaut qui s'est rendu à la pizzeria pour libérer les enfants, soi-disant. Il a tiré un coup de feu, il a été appréhendé heureusement, mais le mythe a perduré jusqu'à aujourd'hui et a même servi de socle à ce qu'on a appelé ensuite QAnon. Alors justement, ce moment QAnon, Tristan, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, les QAnon qui apparaissent en octobre 2017 sur un forum assez obscur qui s'appelle le forum 4chan, avec des messages cryptiques et mystérieux d'un individu qui se nomme Q et qui est en fait un anonyme qui prétend avoir une accréditation secret défense. Et il explique que Trump mènerait une guerre souterraine contre une cabale pédosataniste mondiale et
incrusté au cœur de l'État profond. Et ce qui est intéressant avec ce moment QAnon, c'est que c'est cette mouvance qui va se réapproprier, va récupérer la référence Epstein, et très très tôt dans la naissance de cette mouvance QAnon, dès novembre 2017, c'est-à-dire quelques semaines après l'apparition de cette mouvance QAnon, la première mention, le 11 novembre 2017, apparaît dans un des messages cryptiques de Q qui mentionne une île Epstein et qui fait des références également à des pratiques sataniques. Donc c'est vraiment au tout début de la mouvance QAnon qu'apparaît cette première référence. Mais ça n'est pas la première. Je suis allé chercher en ligne pour voir combien de fois est-ce que ce mystérieux Q avait mentionné Epstein, et il l'a fait environ 70 fois de 2017 à 2020. Donc c'est absolument central dans le narratif, dans les récits poussés par la QAnon sphère. Mais ce qui est notable, c'est que durant cette période, on est en pleine mandature du premier mandat de Trump. Et Trump lui-même va relayer plus de 300 fois des comptes affiliés QAnon durant cette période. Donc il y a un vrai couple infernal de Trump et des QAnon qui vont pousser leur visibilité autour notamment de ce thème central qu'est Epstein. Et on va voir justement quelle est la suite de cette affaire. Quelle suite pour l'affaire Epstein? Car il faut dire qu'on assiste à un psychodrame dans la magasphère, c'est-à-dire dans le camp de Trump. On se divise. C'est le cas avec Marjorie Taylor Greene du Parti républicain. America First devrait signifier l'Amérique en premier, et seulement les Américains en premier, sans qu'aucun autre pays étranger ne soit jamais associé à America First dans nos institutions gouvernementales. Défendre des femmes américaines qui ont été violées à 14 ans, victimes de trafic et utilisées par des hommes riches et puissants ne devrait pas avoir pour conséquence que l'on me traite de traîtresse et que je sois menacée par le président des États-Unis pour qui j'ai pourtant combattu. Rudy, Marjorie Taylor Greene, c'était vraiment quelqu'un qui supportait, qui était une proche de Trump. Ah oui, elle a été même mise en orbite par Donald Trump lui-même. Et aujourd'hui, cette affaire Epstein, elle colle à Donald Trump un peu comme un sparadrap, comme le sparadrap du capitaine Haddock, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et ça l'encombre, ça l'embarrasse. Et c'est comme si ça revenait vers lui en boomerang, cette théorie du complot. C'est-à-dire qu'il en a joué, tu viens de le dire, Tristan. Mais aujourd'hui, ça nuit vraiment à sa carrière politique. Et Marjorie Taylor Greene, qui a ses obsessions complotistes, notamment sur Israël, elle est sur l'idée que derrière tout ça, il y a le Mossad et des services secrets étrangers. Cette soudaine exigence de transparence de la part de Marjorie Taylor Greene, elle n'est pas anodine, puisque elle cherche pas uniquement la vérité judiciaire dans cette affaire. Elle active un levier de pression au sein d'une guerre culturelle qui est menée au sein même de la mouvance MAGA. On a fait un complorama sur le sujet. Et en insinuant quand même que ceux qui s'opposent à la déclassification, y compris dans son propre camp, pourraient avoir des choses à cacher. Donc c'est presque une technique de chantage implicite. Et en fait, en réalité, elle roule pour elle-même. Là, maintenant, elle est à son compte, Marjorie Taylor Greene. Je dirais que c'est pas le seul moment de rupture au sein de la sphère MAGA. Il y en a eu un autre cette année, en 2025, avec Elon Musk. Pour revenir quand même un instant sur ce clash entre Musk et Donald Trump, au printemps dernier, en plein bras de fer budgétaire, Elon Musk se dispute très ouvertement avec Donald Trump et il poste sur X ce message. Donc, le 5-6 juin 2025, Donald Trump figure dans les fichiers Epstein, c'est la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Et ensuite, il suggère que l'administration de Trump retarde ou filtre la publication de documents liés à Epstein pour protéger le président. Et il parle même de la supposée client list, la liste de clients qui serait cachée par l'État profond. Face au tollé qu'il provoque, Musk supprime rapidement le message et dira ensuite qu'il était allé trop loin, mais le mal est fait. Et pour beaucoup des anciens partisans de Trump, c'est la preuve que Trump, en fait, est impliqué à une échelle qu'on n'ose pas imaginer. Et dans ces documents qui ont déjà été déclassifiés, il va y en avoir d'autres, on l'a dit dès le début avec cette loi qui a été votée. Tristan, quel impact finalement tout ça sur la suite
concernant Donald Trump notamment. Alors, il y a plusieurs, effectivement, séquences qui, chacune, ont des impacts un peu différents. Et je vais peut-être revenir sur 2-3 épisodes que je trouve assez significatifs. Il y a eu d'abord le fiasco de ce qu'on a appelé la phase 1 en février 2025, où il y a l'administration Trump qui ont décidé d'organiser la déclassification d'une partie de documents, ce qu'ils ont appelé la phase 1. Et c'est quelque chose qui a été très médiatisé par la Maison-Blanche, qui a essayé de faire une véritable mise en scène en invitant notamment beaucoup d'influenceurs qui sont au cœur de la matrice pro-Trump, et notamment des figures qu'on connaît bien nous ici, comme Jacques Posobiec, qui est un des grands promoteurs d'ailleurs du fameux Pizzagate dont on parlait tout à l'heure, et d'autres figures un peu de l'extrême droite américaine, et qui sont venus donc faire une opération de photographie publique en arborant ce fameux document, cette bribe de documents déclassifiés. Et ça a fait en fait une sorte de polémique au sein même de la magasphère, parce qu'ils ont très vite réalisé que c'était une opération marketing et que pour l'essentiel, les documents qui avaient été rendus publics étaient déjà relativement connus. Il y a eu un deuxième moment qui est en septembre 2025, les emails de Ghislaine Maxwell, qui ont été révélés par le média Bloomberg, plusieurs milliers de messages qui ont été publiés. Et là, la complosphère s'est véritablement ruée dessus, en se disant qu'il y allait avoir du matériau sur lequel ils allaient pouvoir travailler, et ils ont commencé à surinterpréter à la fois les moindres mots ou des tournures de phrases pour y trouver des messages significatifs. Est-ce que je peux faire une petite incise sur Ghislaine Maxwell ? Ghislaine Maxwell, cette année, en juillet 2025, elle a cherché à monnayer d'une certaine manière son assouplissement de ses conditions de détention. Encore une fois, elle a été condamnée à 20 ans de prison. A priori, elle sortirait de prison à l'âge de 76 ans. Donc, elle a tout à gagner à essayer d'exploiter l'intérêt médiatique pour cette affaire pour elle-même. Donc, elle dit qu'elle est prête à témoigner devant le Congrès américain en échange d'une immunité judiciaire ou d'une action du président visant à raccourcir, voire à annuler carrément sa peine de prison, à être graciée. Effectivement, la question qui se pose, c'est si elle a des éléments déterminants cette affaire, pourquoi ne les a-t-elle pas sortis au moment de son procès, tout simplement ? C'est qui Ghislaine Maxwell ? Ghislaine Maxwell, c'est la principale complice, et c'était l'amante, la maîtresse de Jeffrey Epstein, et elle a été condamnée précisément parce qu'elle avait organisé ce trafic de mineurs, ce trafic sexuel de mineurs avec Jeffrey Epstein. Et puis, il y a les derniers documents qui devraient être publiés, soi-disant sous un mois. Publication, comme tu l'as dit, Rudy, un peu contraint par la base, et notamment par Marjorie Taylor Greene. Et c'est les publications donc de tout le reste, supposément, des documents qui n'avaient pas été rendus encore publics. Alors, il y a peu de chances, évidemment, que tout ça débouche sur quoi que ce soit, pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand ils ont déjà essayé de rendre public des documents, ça n'a pas éteint le feu de la complosphère. Ensuite, les documents qui vont être publiés seront forcément caviardés, ne serait-ce que pour protéger évidemment certaines des victimes. Et ce caviardage va être l'objet, ça va être soit une preuve de dissimulation ou... Caviardage, c'est quand c'est noirci, il y a des lignes entières qui sont noircies. Mais oui, pour protéger évidemment l'identité probablement ou des informations sensibles liées notamment aux victimes. Et donc ça va être soit l'objet de dissimulation, perçu comme une dissimulation, ou soit comme un objet de fantasme. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces fameux ces lignes droites et noires, qui c'est qu'on cherche à protéger derrière tout ça. Et il y aura aussi, disons, la suspicion du fait que bien l'administration Trump n'aura pas publié tous les documents. Qu'est-ce qu'on sait que ce qu'on nous livre là est l'entièreté de ce que l'administration possède. Et puis, il y a déjà une petite musique de ceux qui commencent à soupçonner l'administration Trump d'avoir elle-même nettoyé en amont les documents avant de les publier pour protéger Trump. Bref, cette séquence est loin, très loin d'être close. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Quelle est votre conclusion, messieurs ? Rudy ? Bon, d'abord, il faut rappeler les faits, tout simplement. C'est-à-dire que les autorités américaines ont officiellement conclu, à l'issue d'enquêtes du département de la justice américain, du FBI, que Jeffrey Epstein s'est suicidé par pendaison dans sa cellule en août 2019, qu'il n'existe pas de liste de clients, qu'il n'existe pas de réseau de chantage organisé par Epstein sur des élites, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être qu'un jour des éléments sortiront. À ce jour,
on n'a pas d'éléments matériels de preuve disant cela. Depuis la mort d'Epstein il y a 6 ans, ces faits n'ont jamais fait consensus dans l'opinion américaine. Il y a eu des dysfonctionnements avérés de la prison, des conditions de détention d'Epstein, qui ont nourri, c'est vrai, l'idée d'un assassinat maquillé. Et cette formule dont tu parlais tout à l'heure, Tristan, Epstein didn't kill himself, Epstein ne s'est pas suicidé, c'est devenu plus qu'un mème, enfin c'est un mème parce que c'est un credo qui marque une défiance très forte envers les institutions. Donc il y a effectivement de grandes chances que ça continue encore de nombreuses années. Tristan ? Oui, et pour moi, il n'y a pas de doute que l'affaire Epstein a vraiment rejoint le panthéon mythologique de la complosphère internationale, aux côtés de l'assassinat de JFK ou des attentats du 11 septembre. C'est devenu une croyance increvable, une croyance zombie qui résistera aux faits et à la justice. Donc zombie qui reviendra, qui se relèvera. Merci Tristan Madès-France. Merci à tous. Merci Rudy Reichstadt. Merci Noé. Et merci également en régie à Jean-Raphaël Pont pour le son, Hélène Gilestous, André Ianos et Pascal Baudot à la vidéo. C'était le 99e numéro de Complorama. On se retrouve dans 15 jours pour la 100e.